Bonsoir chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision Africable. Nous avons un réel plaisir de recevoir sur ce plateau de questions en débat une grande dame, une dame qu'on ne présente plus sur l'échiquier politique sénégalais, militant des droits de l'homme, fonctionnaire à l'ONU. Elle a été ministre de la Justice dans le gouvernement d'Abdoul Mbaye en 2012-2013, ancienne première ministre du Sénégal en 2013, ancienne présidente du Conseil économique et social environnemental. Elle a dirigé la liste du parti au pouvoir lors des élections législatives. Aujourd'hui, elle dirige le mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance, Gor ak Mimi. Je vous nomme Madame Aminata Touré. Bonjour, c'est un plaisir de m'asseoir avec vous. Et je voudrais saluer tous vos téléspectateurs. Madame Aminata Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Madame Aminata Touré, le chef de l'État, dans son discours du 3 juillet dernier, a renoncé à sa candidature de février 2024. Est-ce que vous saluez cette décision? Je dis enfin, il a fallu quand même une grande mobilisation des démocrates sénégalais, de la jeunesse notamment, pour que le président Macky Sall renonce à ce troisième mandat. Il aurait pu, dès sa réélection en 2019, annoncer qu'il ne ferait pas de troisième mandat, mais mieux vaut tard que jamais. C'est le commentaire que j'ai à dire. C'est aussi une leçon pour tous les démocrates africains, c'est que la démocratie, il faut la défendre. Rien n'est jamais acquis d'avance. Et je voudrais aussi saluer la mémoire de 16 de nos jeunes compatriotes qui ont perdu la vie, 23 selon Amnesty International durant les manifestations qui ont eu lieu au mois de juin. Et c'est regrettable. J'espère que le président Macky Sall va définitivement apaiser la situation. C'est ce que souhaitent en tout cas les Sénégalais, c'est ce que souhaitent tous les démocrates africains et du monde entier, en tout simplement autorisant des élections inclusives avec tout le monde, avec tous les participants, qu'il n'y ait pas de sélection subjective de participants à cette élection-là, à laquelle il ne participera pas, qu'il libère également les jeunes qui sont emprisonnés. On en compte pratiquement une centaine, enfin 500 plutôt, plusieurs centaines, et qu'il organise des élections libres, transparentes et inclusives. Voilà, mais il faudra également que l'enquête qu'il a annoncée sur la mort de ces jeunes manifestants aille jusqu'au bout et que les commanditaires et les auteurs soient traduits en justice. D'accord. La question du troisième mandat a été votre cheval de bataille. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'histoire vous a donné raison? Mais c'est la Constitution qui m'avait donné raison et qui avait donné raison à tous ceux qui se battaient contre le troisième mandat. C'était très clair que lors de la modification constitutionnelle de 2016, pour laquelle j'ai milité et soutenu le président Macky Sall, l'article 27 de la Constitution qui avait été proposé aux Sénégalais disait très clairement que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc c'était très clair. Donc de ce point de vue-là, les démocrates, notamment, se réunissent autour de la plateforme F24. Le premier point voilà, de la mobilisation et du combat, c'était le respect de la Constitution. Ce que finalement le président Macky Sall a fini par faire. Même s'il dit que la Constitution l'autorisait à faire un troisième mandat et que c'est sa décision personnelle, non. La Constitution ne l'a jamais autorisé à faire un troisième mandat. Mais le plus important, c'est qu'on en soit là. Mais il y a encore voilà, des combats à mener pour que ces élections-là, voilà, tout le monde y participe, qu'elles soient claires et qu'elles soient transparentes. C'est l'occasion aussi de vraiment féliciter les journalistes qui ont payé un lourd tribut. Il y a eu des arrestations de journalistes, il y a eu des stations télévision qui ont été suspendues et j'espère que vraiment le Sénégal va retrouver sa belle réputation démocratique et le président Macky Sall pour les 8 mois à venir, je pense, devra remettre tout ça en ordre pour qu'il puisse sortir par la bonne porte. Indépendamment du cas de l'opposant Ousmane Sonko, est-ce que les scènes de violence n'ont-elles pas impacté sur sa décision? Ah mais bien sûr, il y a eu 16 morts, rappelez-vous.
Voilà, et les populations, les démocrates étaient déterminés à poursuivre ce combat-là. Et je pense que bon, face au tollé général, le président Macky Sall a dû reculer. Voilà, notre diaspora aussi s'est beaucoup mobilisée partout dans le monde. Il faut le rappeler. On n'était pas obligé de passer par là pour avoir ce résultat-là, mais enfin, on est à une autre étape maintenant, qui est celle de la participation inclusive de tous les candidats, de la transparence des prochaines élections et surtout aussi de la commission d'enquête pour savoir, pour élucider la mort de ces 16 manifestants. Ça ne peut pas passer pour perte et profit. Ces familles ont droit à la justice et ça également, les démocrates doivent se mobiliser pour ça. Avec cette non-participation de Macky Sall, les jeux sont désormais ouverts. Selon vous, quelles sont les personnalités qui pourraient tirer leur épingle du jeu? Ah non, je ne vais pas m'aventurer dans ce terrain-là. Moi, je suis candidate et je souhaite gagner. Je souhaite m'adresser aux Sénégalais, je souhaite mobiliser les femmes. Je pense qu'il est temps que ce pays soit dirigé par une femme. Je pense avoir l'expérience, les compétences et pour cela, il va falloir aussi avoir un programme à proposer aux Sénégalais. Et c'est ça aussi l'intérêt. Maintenant, c'est la première fois peut-être dans l'histoire du Sénégal que les Sénégalais vont écouter tous les candidats et librement choisir celui qu'ils considèrent comme étant apte ou le plus apte à les diriger. Donc ça, c'est, comme j'ai dit, une nouvelle ère qui s'ouvre. Mais le président Macky Sall a d'autres tâches à faire, notamment s'assurer qu'il n'y a pas d'élimination subjective de candidats, que tout le monde parte sur le même pied d'égalité et comme j'ai dit encore une fois, que la commission d'enquête aboutisse et qu'on aille vers des élections apaisées. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle, vous allez seul ou en coalition? Mais bien sûr, on va bâtir des coalitions et on discute avec voilà, d'autres personnalités, on discute avec des associations, on discute avec les Sénégalais directement. C'est l'occasion justement de m'adresser à la communauté sénégalaise qui vit aussi au Mali. Et qui est large. Il y a beaucoup de femmes actives, mais aussi de jeunes, de personnes, de chefs de famille, de personnes du troisième âge. Nous avons un programme que nous allons leur proposer pour que vraiment on renforce notre démocratie, qu'on lutte définitivement, qu'on élimine la pauvreté. Ça, c'est l'objectif premier de mon programme. C'est pas lutter contre la pauvreté de manière générale, c'est éradiquer la pauvreté, mettre fin à la pauvreté. Je considère qu'en 2023, au 21e siècle, tous les habitants de ce pays devraient pouvoir manger à leur faim, se soigner, s'éduquer et avoir un logement décent. Je considère que ça, ce sera l'objectif essentiel si j'étais élu à la tête du pays. D'accord, vous avez un parcours honorable aux fonctionnaires des Nations Unies, ancienne ministre de la Justice, Premier ministre. Pensez-vous que les Sénégalais sont prêts à élire une femme présidente? Oui, absolument. Je ne pense pas qu'ils soient moins prêts que les Libériens qui ont élu une femme ou que d'autres peuples qui ont élu des femmes à la tête de leur pays. La Tanzanie, qui est un pays aussi qui compte beaucoup de musulmans. Je considère que les Sénégalais sont suffisamment matures pour baser leur choix surtout sur les compétences et les aptitudes. Voilà, être un homme, ça ne veut pas forcément dire que vous avez les aptitudes de diriger et vice-versa. Donc je pense que c'est ce que je disais. Pour une fois, les Sénégalais vont écouter les candidats, vont analyser leur profil, puisqu'ils les connaissent tous, et feront le bon choix. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait confiante. Est-ce qu'il n'est pas autant que les femmes s'unissent autour de vous? Oui, d'une seule candidate. En tout cas, j'espère être leur candidate parce que nous partageons le même vécu. Je vais au marché comme elle, ou en tout cas j'y allais, ou j'y envoie. Je suis une mère de famille. Voilà, jusqu'à la manière dont on gère la cuisine, où il faut veiller à ce que tous les membres de la famille mangent. En fait, c'est ce qu'on attend d'un président de la République. C'est de faire en sorte que le peuple, qui devient sa famille, que chacun puisse avoir la part qui lui revient de manière équitable. Et je pense qu'une femme est bien préparée pour cette mission. D'accord. Vous êtes spécialiste des droits des femmes. Quelle appréciation faites-vous des droits des femmes en Afrique en général et au Sénégal en particulier? Bon, c'est une appréciation mixte. C'est vrai qu'au Sénégal, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a 48% des femmes à l'Assemblée nationale.
grâce à la loi sur la parité, mais elles sont sous-représentées dans le gouvernement. Donc la prochaine étape, c'est d'avoir des gouvernements paritaires où il y a autant de femmes que d'hommes. En tout cas, qu'on se rapproche de cela, parce qu'il y a suffisamment de femmes compétentes. Je rappelle par exemple que cette année, pour le baccalauréat technique, il y a eu plus de candidates que de candidats. C'est unique dans l'histoire du Sénégal. Il y a depuis 2 ans, il y a plus de filles qui sont diplômées de l'école de médecine que de garçons. Il y a plus de filles qui, depuis 2 ans d'affilée, qui vont à l'examen de l'entrée en 6e que de garçons. Donc les femmes, les filles sont dans une situation de rattrapage et il y a une masse critique de femmes qui leur permettent d'occuper les postes de responsabilité. Et les femmes, on sait qu'elles sont généralement voilà, engagées et sérieuses dans leur travail. Je pense qu'il faut leur donner plus d'opportunités. Dans mon programme, par exemple, je parle de la mise en place d'une banque des femmes. Et c'est tout à fait possible. Parce que nos gouvernements ont des petits voilà, fonds. Ici, nous avons la direction à l'entrepreneuriat rapide, nous avons la microfinance au niveau du ministère de la Femme. Il faut tout consolider et avoir une véritable banque des femmes qui va les encadrer, qui va les former, qui va faire le suivi. Et de ce point de vue-là, je pense que ça leur permettra de passer d'un niveau de base à un niveau plus élevé pour qu'elles deviennent également des chefs d'entreprise, de petites entreprises, de moyennes entreprises et pourquoi pas de grandes entreprises. D'accord. Vous avez travaillé avec le président Macky Sall pendant 12 ans. Est-ce qu'on peut dire que le président a un bilan? Mais bien sûr qu'il a un bilan. Il a un bilan. Il a fait de bonnes choses. Il a fait de moins bonnes choses aussi. Hein? Ça, c'est très clair. Et de ce point de vue-là, moi, je m'inscris dans l'amélioration de ce qui n'a pas marché. Ou ce qui n'a pas bien marché, notamment la bonne gouvernance. Pour moi, j'ai 3 axes principaux dans mon programme. Premier, c'est éradiquer la pauvreté. Ça, c'est le défi majeur que je m'imposerai pour qu'au Sénégal, la vie soit abordable. Le panier de la ménagère, je sais ce que c'est. Que ce soit un panier abordable pour tous les Sénégalais, qu'ils puissent manger à leur faim. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avoir un mécanisme de création massif d'emplois par l'industrialisation. L'industrialisation sera au cœur, disons, de mon programme. Au Sénégal, c'est le cas aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest. On importe tout, même des cure-dents, on les importe. Voilà. Et comment vous voulez créer de l'emploi? En fait, en important les marchandises des autres, vous créez des emplois chez les autres, pas chez vous. Donc, ma priorité, ce sera, dès la première année, de définir 100 produits qui seront produits ici au Sénégal et qu'on n'importera plus. Il faudra organiser des coopératives de production de jeunes et de femmes et d'adultes pour les soutenir dans ces secteurs-là, en investissant plus aussi sur la prévention. Nous n'avons pas une politique de prévention sanitaire. Ici, vous pouvez vivre avec le diabète pendant plusieurs années et vous ne le saurez pas. Voilà, parce qu'on a négligé un peu tout ce qui est prévention sanitaire. Je cite souvent Cuba, qui vit sous un embargo depuis plus de 60 ans, presque 70 ans. Et pourtant, ils ont un état de santé générale proche de celui des pays développés parce qu'ils ont beaucoup investi dans la prévention. Voilà, on sait comment éviter le diabète, on sait comment éviter l'hypertension et beaucoup d'autres maladies. Mais il n'y a pas de programme spécifique pour ça. C'est très, très, très important. Toujours dans le paquet de lutter et éradiquer définitivement la pauvreté, il y a également le logement décent. Il y a un programme en cours de logement social, mais il n'a pas décollé parce qu'il est compliqué. Mon objectif, ce sera une famille, un toit, et un toit décent. Et ça, c'est tout à fait possible. Il va falloir qu'on revoie les méthodes de construction, qu'on accompagne les acteurs pour que cela puisse se faire. Il y a également la question de la sécurité. Vous émettez au Mali, c'est une question centrale. Il va falloir qu'on professionnalise nos armées. Pour moi, il faut passer à une armée de 100 000 hommes, une armée professionnelle pour que les jeunes voient l'armée comme un métier. Voilà, comme on a envie de devenir ingénieur agronome ou on a envie de devenir ouvrier spécialisé, qu'on ait envie d'aller faire sa vie professionnelle dans l'armée et c'est possible. Voilà, l'armée a besoin de tout le monde, hein, de médecins, de menuisiers, etc. Et ça, c'est important.
La sécurité aussi, il faut qu'on renforce ici ce qu'on appelle la sécurité de proximité. Ils n'ont pas encore de statut, je pense qu'ils doivent avoir un statut paramilitaire pour travailler au niveau des quartiers et des villages pour assurer la sécurité à ce niveau-là, en collaboration bien sûr avec les forces de défense et de sécurité d'une manière générale. La question diplomatique. Pour faire le lien avec la sécurité, moi je suis pour qu'on ait une armée africaine rapidement mobilisable, peut-être permanente, c'est difficile parce que c'est cher, mais rapidement mobilisable pour pouvoir soutenir par exemple un pays comme le Mali ou d'autres pays qui font face à des menaces de déstabilisation extérieure. Et ça c'est faisable. Voilà, il suffit que les 54 pays membres acceptent de contribuer parce qu'on ne peut pas sous-traiter notre souveraineté sécuritaire. Ça, ce n'est pas possible. C'est aussi une des propositions. Et bien sûr, notre diplomatie, elle sera d'abord centrée sur la coopération au sein de l'Afrique de l'Ouest. Je considère qu'il nous faut avoir notre monnaie ouest-africaine, l'ECO, c'est-à-dire la CEDEAO dans son ensemble, c'est très important. Et puis ensuite, qu'au niveau de l'Union africaine, on puisse avoir des programmes communs. On devrait avoir une université africaine technologique pour pouvoir inventer une science qui est adaptée à nos besoins. On doit avoir une unité ou une entreprise ou une compagnie africaine du médicament pour fabriquer nos propres médicaments. On a vu ce qui s'est passé du temps du Covid. Voilà. Quelles sont vos relations avec les autres candidats, les autres hommes politiques, vos relations avec Ousmane Sonko? Oui, on est ensemble dans le F24. Nous avons combattu ensemble contre ce troisième mandat, ça il faut aussi le dire. Et nous restons vigilants ensemble sur la suite des événements, comme j'ai dit, l'inclusivité. Je pense que tout le monde doit participer à l'élection, y compris Ousmane Sonko. Qu'il faut libérer les militants, nos militants. Ce sont nos militants de l'opposition qui sont en prison. Ce n'est pas les militants de Benoît qui sont en prison. Et il faut également qu'il y ait une garantie d'organisation d'élections libres et transparentes. Et pour le cas de Ousmane Sonko? Mais oui, comme j'ai dit, il doit participer à l'élection comme tout le monde. Si le président Macky Sall pardonne à tout le monde, y compris Karim Wade qui a été condamné à nous payer 138 milliards, si on peut lui pardonner. Mais Ousmane Sonko doit pouvoir également bénéficier d'une amnistie qui lui permettrait de participer comme tout le monde. C'est comme ça que je le vois. Ousmane Sonko a été condamné pour corruption à la jeunesse. Oui, mais Karim Wade a été condamné, a fait 3 ans de prison et reste nous devoir 138 milliards. Donc si lui, on peut lui pardonner, vous ne pensez pas qu'on peut pardonner à tout le monde? C'est ma vision des choses. Je pense qu'il faut être équitable envers tout le monde. C'est ça le gage de la paix. Est-ce que le mouvement M24 va survivre, d'autant plus que le cheval de bataille, c'était la question du troisième mandat? Oui, le F24 va continuer bien sûr à se mobiliser puisqu'il y avait 4 points dans notre charte. Un des points, nous avons eu une victoire. Il reste le caractère inclusif de l'élection, comme on en a parlé tout de suite. La libération justement des militants politiques et également l'organisation d'élections libres et transparentes. Donc on a encore du chemin à faire ensemble. Voilà, et nous continuerons à le faire. D'accord, Madame Aminata Touré, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de succès. Je suis aussi une panafricaniste et je ne peux que saluer l'existence d'une chaîne panafricaine. De toute façon, les Africains, nous avons intérêt à être ensemble. Parce que si on met ensemble l'économie des 54 pays africains, on deviendrait la 8e puissance économique mondiale. Donc il est impératif qu'on soit ensemble. Je vous remercie pour votre invitation. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre invitée. Merci et bonsoir.